Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la 6e étape du Tour de France. Une étape que j'attendais particulièrement, cette étape entre Bayeux et Évière, parce que je trouve que c'est un lieu de France qu'on a assez peu utilisé du côté du Tour de France, alors que la Suisse normande, encore une fois, toute la région de Paris-Camembert, notamment également, tout ce bocage normand sont des zones très intéressantes, pour le cyclisme, avec une course qui peut être animée, surtout désormais avec le cyclisme moderne. C'est vrai qu'il y a 15 ans, ou il y a 20 ans à l'époque d'Armstrong, ce genre d'étape n'aurait pas donné grand-chose, mais avec le cyclisme post-saga, on pourrait dire, le spectacle est vraiment souvent très attendu sur ce type d'étape de moyenne montagne. Et ça a quand même encore été le cas cette année. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Je remercie également les gens qui cliquent rapidement sur les notifications, sur les miniatures, juste après la mise en ligne. Et ça, le plus simple pour le faire, c'est de rajouter la petite cloche. N'hésitez pas à vérifier de temps en temps si vous êtes bien abonné. Aussi, la petite cloche est bien activée. Des fois, YouTube fait également des petites feintes de ce côté-là. Étape 6. Étape, oui, que moi je l'attendais depuis la présentation du parcours. Quand j'avais vu la zone utilisée par le parcours, je m'étais dit, et puis plus ce dénivelé positif qui avait été annoncé à ce moment-là par l'organisateur, je m'étais dit, enfin un peu d'originalité dans ce Tour de France qui en manque tellement, surtout sur cette édition 2025. C'est-à-dire enfin un peu de trucs inédits, quoi, de choses qu'on a assez peu vues sur le Tour de France, notamment sous Christian Prudhomme. Du côté de la Normandie, et on évite un enchaînement d'étapes de sprint, et en même temps on est sur une étape qui peut convenir au baroudeur, et en même temps on est sur une étape qui peut convenir également au leader. Donc c'est une étape qui était très intéressante pour moi sur le papier, mais parfois entre ce qui paraît intéressant sur le papier et la réalité, on peut parfois avoir un monde d'écart. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu du spectacle. On a eu du spectacle pour prendre l'échappée, on a même eu du spectacle pour le maillot jaune à la fin. Alors, je pense que c'était pas le fait de Mathieu Van Der Poel. Et au final, ça a été une journée très sympa à regarder. Je pense très sympa à suivre. Alors après, les 3 prochains jours vont pas être passionnants. Mur de Bretagne, ça a jamais créé beaucoup de spectacles. Et Laval et Châteauroux, je crains le pire pour l'étape de Châteauroux dimanche. Mais au moins sur cette étape-là, il s'est passé des belles choses et je trouve qu'on a bien utilisé le parcours du côté des coureurs et je trouve que l'idée était bonne de la part des organisateurs. Vu le spectacle, oui, on a quand même eu une belle étape aujourd'hui. On regarde le résumé de cette course, cette étape numéro 6. On partait à 179, nous sommes arrivés à 179 coureurs après les 2 abandons hier sur le contre-la-montre, notamment celui d'Emilien Janière. L'échappée va mettre un temps fou à se faire. On va mettre une grosse heure et quart, heure 20 à construire, on va dire, la base de cette échappée, mais il faudra attendre 2 heures, un peu plus de 2 heures, pour dire l'échappée est véritablement partie. Alors, parmi les premiers attaquants du jour, on a Benelli. On va avoir également des tentatives avec Kevin Vauquelin, de groupe d'échappée. On aura des tentatives avec Mathieu Van Der Poel, également avec Nelson Powless, avec Van Aert aussi, qui vont essayer, mais Van Aert va arrêter assez vite. Et puis, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à faire l'écart en ce début de course. C'est vrai que c'est vraiment compliqué. On arrive au sprint intermédiaire de Villiers-Bocage, après 20 km de course. Et là, Jonathan Milan s'impose sur ce sprint intermédiaire et fait la bonne opération du jour devant Van Der Poel, Girmay, Turgis et Simons.
Donc ça c'est quand même déjà la bonne nouvelle du jour pour le coureur italien. Et puis après, eh bien on n'arrête toujours pas à créer la bonne échappée. On a des classements de la montagne, notamment la côte du Mont Pinson, passée en tête par Queen Simons qui tente sa chance également. La côte de la Rançonnière, là c'est Tim Willems avec du Michael Woods. Et il va falloir attendre en fait juste après cette côte de la Rançonnière au kilomètre 56, donc aux alentours de 144 km de l'arrivée, pour avoir la bonne première partie d'échappée, c'est-à-dire avec 5 coureurs qui vont réussir à partir: Benelli, Mathieu Van Der Poel, Harold Terrada, Will Barta de la Movistar, qui était peut-être un peu la surprise du jour, et puis Queen Simon, cette échappée qui va prendre 20 secondes d'avance, mais qui n'arrive pas à augmenter son écart, parce qu'au bout de 10 km, l'écart est toujours de 20 secondes. On n'arrive pas à prendre de l'avance, parce que derrière, ça continue d'attaquer, de réaccélérer dans le peloton, parce que 5 hommes, ça ne suffit pas à de nombreuses équipes. Dunbar va réussir à arriver dans cette échappée, ils sont donc 6, et puis à 131 km de l'arrivée, c'est Storer et Yates qui arrivent également à revenir. Alors d'autres coureurs tenteront leur chance, comme notamment Burgodeau, on a eu Guillaume Martin également, mais ils n'arriveront plus à rentrer dans ce groupe échappé. UAE décide de contrôler, notamment avec Nils Politt, mais on a encore de nombreuses attaques et l'échappée va vraiment commencer à prendre de l'avance à partir de 100 km de l'arrivée. À 65 km, l'écart est de 2,55. C'est toujours Nils Politt qui emmène dans le peloton. Et puis l'écart va continuer à augmenter. Du côté des sprinters, pas de souci au niveau des délais. On est bien dans les temps. On a encore des classements de la montagne. La côte de Mortain-Comte remportée par Eddie Dunbar devant Benelli. La côte de Juvigny-Le Tertre, elle sera passée en tête par Storer devant Eddie Dunbar. Et c'est dans cette côte-là, à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, qu'on a la première attaque avec Queen Simons. Sauf que, Queen Simons n'arrive pas à faire la différence à ce moment-là. Et puis tout le monde roule plutôt sans se poser trop de questions, même si on sent que les premières heures de course ont fait mal aux coureurs et que certains sont déjà un petit peu fatigués. Et à 43 km de l'arrivée, à peu près, eh bien, parce que pour tout vous dire, pourquoi je dis 43 km à peu près, je vous rappelle que je regarde la course sur France Télévisions, c'était le moment de la pub. Voilà. Et donc, on a raté l'attaque de Benelli qu'on a eu en replay à ce moment-là. Et donc, attaque de Benelli qui va en fait attendre une descente. Il va prendre de la vitesse dans la descente. Il va se décaler un petit peu du groupe de tête. Et ensuite, il va aller passer à l'injection. Et personne n'arrivera à prendre la roue à ce moment-là. Surtout que c'est Yates, Terrada qui sont un petit peu devant. Et tout le monde se regarde un petit peu à ce moment-là. Personne n'ose suivre. Or, il fallait suivre. Et c'est là où je trouve que c'est incroyable. Parce que quand Benelli part, il faut être dans la roue. On le sait, Benelli, tu lui laisses pas 10 mètres d'avance. Alors, heureusement, vu le temps qu'il a pris dans le final, c'était certainement plus fort. Ce qui fait que d'autres n'auront pas de regrets. Mais quand même, laisser autant d'avance à Benelli dans un premier temps avant de commencer à s'activer, c'est assez exceptionnel. Alors, Benelli qui va prendre très vite 15 secondes, 20 secondes, et puis à 30 km de l'arrivée, là, 48 secondes d'avance, 5 minutes 11 sur le peloton. Quelques kilomètres après, le groupe de poursuivants se désagrège sur une accélération de Queen Simon suivie par Michael Storer, mais ils ne reprennent quasiment rien à Benelli, l'écart est toujours de 53 secondes. Van Der Poel avec Terrada et les autres survivants de ce groupe sont à 1 minute 20, le peloton à 5 minutes 40 à ce moment-là, et puis les sprinters à 12-13 minutes. Il reste encore 2 côtes dans la journée, la côte de Saint-Michel de Maujoie, là où Storer et Queen Simon s'accélèrent, mais c'est Benelli qui passe en tête devant Storer, et puis la côte de Vaudry, dernière côte de la journée, passée en tête par Benelli. On aura encore des accélérations entre Storer et Queen Simons, mais ils n'arriveront pas
à revenir ensemble. À 2 km de l'arrivée, donc à peu près 5-6 en réalité pour lui, Skjelmose a un problème mécanique et est obligé de changer de vélo. Il va perdre du temps aujourd'hui, le Danois, suite à ce problème technique. À l'avant, Benelli ne s'écrase pas, il arrive même à reprendre de l'avance sur le peloton et il s'impose devant Simons et Storer qui complètent le podium de cette étape. Van der Poel lui craque complètement dans la côte de Vaudry et il arrive à sauver le maillot jaune pour seulement une seule petite seconde. Alors si vous avez regardé la course comme moi sur France Télévisions, tout d'abord vous avez eu le problème avec l'accélération de Benelli qui s'est fait pendant la pub, mais il y avait également pendant les 25 derniers kilomètres Michel Drucker, et il y a eu des moments magiques. Si vous n'avez pas vu la course sur France Télévisions, je vous invite à la regarder sur les 25 derniers kilomètres parce que tu sens qu'il essaye de faire la conversation mais qui perturbe un petit peu l'entente du groupe. Et et tu te dis, il suit vraiment le cyclisme, Michel Drucker, parce qu'il y a un moment, il nous dit, j'ai regardé l'étape dès le départ, sauf qu'il savait pas que Benelli était l'un des premiers attaquants de la journée. Alors soit il a Alzheimer, Michel Drucker, soit il s'est un petit peu foutu de notre gueule. Je parierais plutôt sur la deuxième solution. Et puis il parlait un petit peu parce que c'était son coin. Mais je me disais, bon, Michel Drucker, tu sens qu'il fait du vélo, mais il regarde pas du cyclisme toute l'année. Donc tu te dis, bon, la prochaine fois qu'on passe devant la maison d'Élodie Gossuin, on va avoir Élodie Gossuin en commentaire. Et puis si on passe devant la maison de Jean-Pierre Raffarin, on aura Jean-Pierre Raffarin en commentaire. C'est, voilà, bon, Michel Drucker, j'ai rien contre lui, qu'il soit dans le Vélo Club, ok, mais pas dans la cabine commentaire. Pour moi, la cabine commentaire, ça doit être réservé aux spécialistes de la course. La note de cette étape, eh bien, moi j'ai mis 14 sur 20. On en a eu pour notre argent, voilà. Pas plus, pas moins. Pas moins parce que on aurait pu avoir une étape où personne décide d'attaquer, où on a une échappée seulement de 4 coureurs, on sait qu'elle peut pas aller au bout et on finit avec un sprint massif à l'arrivée. Ça, c'est pas très intéressant. Mais pas plus non plus parce qu'au niveau des leaders du général, il n'y a pas eu vraiment de grandes attaques, de grandes tentatives de loin pour tenter de reprendre du temps, notamment dans cette côte à 5 km de l'arrivée, personne n'a essayé d'attaquer. Enfin, on imagine, parce qu'on n'avait pas d'image de la part d'Anthony Forestier. C'est vrai que dès qu'il y a 2 courses en une, Anthony Forestier, il est complètement perdu. Ça fait partie de ses nombreux défauts. De toute façon, on cherche encore ses qualités, Anthony Forestier. Mais quand il y a 2 courses en une, ça, il sait pas faire. Ça, on se rappelle du Puy-de-Dôme. Ça c'est compliqué. Quand il y a des attaques, quand il y a 2 groupes qui attaquent en même temps, c'est trop dur. C'est pour faire l'écran splitté, c'est pour faire. J'imite bien Anthony Forestier, malheureusement. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas trop vu ce qui se passait dans le peloton. Voilà. Alors que, bon, filmer le groupe Terrada, Will Barta, je pense qu'on aurait pu s'en passer. Voilà. Ou on aurait pu nous le mettre en écran splitté à ce moment-là. Mais à une époque, on nous filmait les vainqueurs de l'étape et puis on nous filmait pas le mec qui finissait 10e de l'échappée. On passait tout de suite au peloton. Voilà. Il y a 15 ans, on savait réaliser des courses de cyclisme. C'était aussi Jean-Maurice Hogg et pas Anthony Forestier. Et c'était un autre monde, voilà, dans la manière de réaliser les courses. Mais peut-être qu'un jour, on retrouvera Jean-Maurice Hogg ou on aura quelqu'un de compétent pour réaliser les courses de cyclisme ou qu'Anthony Forestier progressera. Mais au bout de 5 ans, j'aimais quand même de sérieux doutes. Donc ouais, 14 sur 20, parce qu'on a eu du bon spectacle, l'échappée a mis du temps à se former, ça a été une belle bagarre. Alors moi, c'est vrai que comme j'ai regardé le Tour d'Italie féminin, où il y a eu également de la bagarre, on y reviendra en fin de vidéo, forcément j'ai loupé quelques trucs, mais j'ai bien aimé, voilà, la journée. Moi de ce que j'ai vu, j'ai bien aimé, donc j'ai passé un bon moment derrière ma télévision. Eh bien on regarde tout de suite le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, pas grand chose à dire aujourd'hui, soit du côté des coureurs étrangers dans les équipes françaises, soit des Français. Aucun dans l'échappée. Alors ça me gêne un petit peu quand même. On est sur le Tour de France. Je me dis, bon, un Madouas aujourd'hui, voilà, par exemple. Pourquoi pas également
Ça aide Burgodo, mais des cours de la Total Energy, du côté de la Total Energy, on a raté le coche. Clément Berthet, par exemple, c'était typiquement une journée pour lui, également. Bon, bah voilà, du côté d'Arkea, il fallait pas miser que sur Vauclin non plus pour tenter de prendre les échappées. Il y avait peut-être d'autres coureurs qui auraient pu essayer de tenter leur chance. Après, c'est une échappée de costaud, hein. C'est vrai que quand on voit les 8 devant, je me disais même, c'est compliqué en termes de stratégie dans le groupe de devant, parce que bon, je me disais, faut pas laisser du temps à Benelli, mais en fait, à aucun des 7 mecs, fallait laisser de l'avance. Peut-être plus à Will Barta, et encore, c'est quand même un très bon rouleur, mais en gros, quand tu regardes les 8, tu pouvais pas leur laisser une seconde de marche, fallait tout de suite être dans la roue. Et que ça soit Benelli, Quinn Simon, faut aussi pas lui laisser de la marge. Storer non plus, Dunbar, Yates, alors certes il a fait le Giro, mais avant ça reste quand même un bon coureur. Van Der Poel encore moins, donc c'est vrai que c'était compliqué de savoir qui il fallait cibler. Et je pense que Benelli il s'est pas fait chier, il s'est dit moi je vais pas cibler un autre coureur, je vais attaquer, je vais être la cible et pas le coureur qui doit rattraper quelqu'un avec un temps de retard, et je pense que c'était la bonne idée. Mais c'est vrai que du côté des Français, pas de coureur en échappée, c'est dommageable. Bon, Vauclin, encore une très bonne journée hein, dans le groupe des meilleurs coureurs, donc ça c'est une bonne nouvelle pour lui. Par contre, Félix Gall a perdu quelques secondes sur cette étape. Non, je dis une bêtise en plus, Félix Gall il perd pas de temps. C'est le dernier qui est dans le groupe des leaders. Jordan Jegat lui finit à pas mal avec Roglic, Higuita, Johannesson. Ça c'est plutôt pas mal. Bon, dommage du côté de Guillaume Martin qui a peut-être payé un petit peu ses accélérations sur la fin. Il perd une vingtaine de secondes. Guillaume Martin et puis Romain Grégoire également, bon, qui est dans un petit groupe derrière Guillaume Martin qui a perdu un petit peu de temps dans l'affaire. Après, Alaphilippe a pas joué l'étape. Notamment aujourd'hui, donc voilà, il y a des coureurs qui n'ont pas joué leur chance chez Cofidis. Bon, on les a pas vus de la journée, les Cofidis, alors que quand même t'as Aramburu, t'as Dylan Tons. Bon, voilà, ça fait un peu mal hein, du côté de la Cofidis en ce moment, ou même Bourman qui avait perdu du temps, donc il y avait peut-être des choses à tenter du côté de la formation nordiste. Donc voilà, du côté des Bleus, c'est une journée moyenne. Hein. On a eu des journées intéressantes ces dernières étapes, notamment hier une journée très intéressante. Et on m'a dit qu'il fallait remonter, alors soit à 2002 et au prologue, on m'a dit dans les commentaires, mais après des classements d'Armstrong, ou soit il fallait remonter, je sais plus, dans les années 80 je crois, hein, ou tout début 90, je sais plus, on m'a marqué ça dans les commentaires, regardez la vidéo d'hier, et relisez les commentaires, mais en gros, voilà, ça fait plus de 30 ans, voilà, qu'on n'avait pas eu de Français hein, dans le top 10 sans déclassement à la régulière. Voilà, donc c'était une autre époque, du côté d'un cyclisme moins internationalisé, et du côté des Français qui a été bon sur le contre-la-montre, hein, notamment Thierry Marie, Jean-François Bernard, même un Laurent Fignon, voilà, qui étaient des coureurs pas mauvais sur le contre-la-montre. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou. Les coureurs au top. Benelli, hein. Non, mais Benelli, faut pas lui laisser 10 mètres. Enfin, alors là, c'est facile, hein. Peut-être que quand il a accéléré, vraiment, personne n'a pu suivre. Mais oui, il faut pas le laisser partir, quoi. Là, pour moi, c'est l'erreur. C'est l'erreur de certains coureurs. Alors, je pense que au final, pour beaucoup, à ce moment-là de la course, ils étaient déjà très entamés physiquement. Mais bon, Quinn Simons me semblait fort. C'est peut-être là où il fait l'erreur. Mais oui, quand tu vois Benelli, faut le suivre tout de suite. Il nous fait le même numéro que sur le Giro. Hein. En gros, quand il part comme ça sous la pluie, il attaque à 45 bornes de l'arrivée. La différence, c'est que sur le Giro, déjà, il flottait. L'échappée était moins dense en qualité. Là, c'est vrai que l'échappée était dense en qualité, encore une fois. Hein. Quand tu prends les 8, il n'y a pas un coureur. Je dirais celui qui a le moins gros palmarès, ça doit être Will Barta. Enfin, qui est peut-être le moins connu, on va dire, du grand public.
Mais Dunbar, vainqueur d'étape sur la Vuelta, top 10 sur le Giro. Van Der Poel, est-ce qu'on doit resituer le palmarès de Van Der Poel? Il y avait également Simon Yates, vainqueur du dernier Giro. Storer, 10e du dernier Giro et vainqueur du Tour des Alpes, vainqueur d'une étape sur Paris-Nice cette année. Quinn Simmons, vainqueur notamment d'une étape sur le Tour de Catalogne cette saison. Donc vraiment on était sur une échappée royale. Voilà, encore une fois c'était peut-être Terrada et Barta qui étaient peut-être les moins connus. Mais c'est vrai que Benelli, tu peux pas lui laisser 10 mètres. Surtout cette année, on a retrouvé du très grand Benelli. C'est vrai qu'en 2024, peut-être que tu pouvais lui laisser un petit peu plus d'avance. Mais là, on a retrouvé le Benelli de 2023, on le sait. Il a été très très bon sur Liège-Bastogne-Liège. Il est très intéressant depuis le début de saison. Il faut pas lui laisser 10 mètres. Il faut pas lui laisser 10 mètres à Benelli. Donc, surtout qu'hier, il fait pas le chrono à fond. Ça fait partie des nombreux coureurs qui n'ont pas fait le chrono à fond. Or, Benelli, c'est quand même un coureur qui peut être très bon dans la discipline. Donc ça montre bien que voilà, il avait un peu coché cette étape. De toute façon, il l'a dit en interview, on avait coché l'étape dès le début du tour. On savait que ça pouvait correspondre à mes qualités. Mais après, entre cocher et réussir à être à l'avant, c'est pas forcément simple. C'est quand même le premier attaquant du jour, Benelli. C'est-à-dire dans une étape où on met quasiment 1h30 à ce qu'un groupe se forme longtemps, Benelli, c'est le premier attaquant du jour. Et après, il faut quand même résister mentalement dans ce groupe de 5. Ils n'ont jamais eu plus de 20 secondes pendant 1 heure. Et derrière, tu as des groupes qui attaquaient, notamment à un moment, tu as un groupe avec Campenart. Tu as énormément de groupes qui attaquent derrière. Et bah ouais, mais il fallait pas se rater du côté de Benelli. Et puis une fois que tu es dans l'échappée, après, il faut réussir à récupérer. Je dirais pas récupérer, mais il faut réussir à faire le moins d'efforts possible. Parce que tu peux pas récupérer de 2 heures de course comme ça à très très haute intensité. Forcément, tu as entamé physiquement. Mais déjà, mentalement, faut te dire, les autres ont également subi la même chose. Donc en gros, ils sont aussi fatigués que moi. Et puis après, derrière, tu sais que tu as une cartouche et il faut la mettre au bon moment. Et lui, il l'a mis au bon moment. Mais en plus, il l'a mis de manière intelligente avec ce petit décalage comme ça, ce petit passage en injection à l'avant de la course. Et ensuite, c'est du Benelli, c'est-à-dire que l'endurance, il l'a. De toute façon, je disais à un moment, au bout de 3-4 km, Benelli, il a un petit défaut, on va dire, un petit toc, plus ça. Quand tu le vois commencer à pencher la tête sur le côté, c'est que c'est bon signe. Et au bout de 3-4 km, vous remarquerez, il penche la tête et je me suis dit, il est en plein effort. Et s'il est en plein effort, il va prendre de l'avance assez nettement. Mais non, c'est fort ce qu'il a fait parce que mentalement, il a été solide aujourd'hui. Il a fait au moins 3-4 attaques en tout début de journée. Ça sort pas. Bon, ensuite, il a quand même la science de la course parce qu'il part dans le groupe de 5. Il fallait le sentir, ce groupe de 5. Et puis, il fallait réussir à le suivre. Après, t'es fait 10-15 km à haute intensité déjà. Derrière ce groupe de 5, l'entièreté de ce groupe de 5, il faut se battre. Il faut pas relâcher la pression. Pardon. Il faut pas se dire... en gros, j'ai fait le plus dur parce que non, t'avais pas fait le plus dur à ce moment-là. Et oui, du côté de Benelli, il a été très solide. Mentalement, parce que je pense que dans les 15 derniers kilomètres, il devait avoir mal aux pattes, très clairement. Van Der Poel, il craque, mais lui, il craque pas. Et il y a une sens de la course chez Benelli. Il y a aussi une capacité d'endurance parce que au final il a fait craquer Van Der Poel, c'est pas anodin. Donc non, c'est une très très belle performance de la part de l'Irlandais. Ça rappelle qu'en Irlande il n'y a pas que le rugby, en passant, parce que oui, le cyclisme notamment, on a eu pas mal de coureurs de qualité. Je pense à Dan Martin, Nicolas Roche, je pense également à Stephen Roche également. Oui, c'est vrai que c'est pas un grand pays, mais c'est un pays qui nous a amené pas mal de très bons talents ces dernières années. Et Benelli
est très intéressant. Et puis moi j'aime parce que c'est un coureur atypique dans sa manière de penser, dans sa manière de faire. On n'a pas un robot, on a un mec qui court à l'instinct. Et en 2025, avec les mecs qui sont accrochés à leur compteur de watts, bah, lui je trouve qu'il court un peu à l'instinct et ça fait plaisir et qu'il a une science de la course. Et ça, il n'y a plus beaucoup de coureurs qui l'ont, la science de la course. Parce que, encore une fois, dans la manière dont il a couru aujourd'hui, certes, il fait parfois des efforts superflus, un peu à la Thomas de Rent, mais derrière, quand les bons coups y partent, il est là. Hein. Et à la fin, il est vraiment au top. Donc ouais, bravo Ben Eli, parce que belle journée aujourd'hui de la part de l'Irlandais. Et puis c'est une belle victoire pour EF. Puis je trouve que ça récompense cette équipe. Aussi EF qui est une équipe qui n'hésite pas à être offensive, même quand elle a un leader, elle n'hésite pas à être présente, même quand elle a un sprinter. Je trouve que c'est une équipe qui a un état d'esprit qui est aussi particulier en World Tour. C'est une équipe qui arrive, pourtant c'est pas du tout le plus gros budget, mais c'est une équipe qu'on arrive toujours à voir sur les grands tours. Ça arrive pas souvent chez EF qu'ils soient transparents sur un grand tour. Ils arrivent toujours à être à l'avant, à être à l'attaque. Et je trouve que c'est une équipe voilà, qui a un bel état d'esprit dans sa manière de courir. C'est vrai que parfois c'est une équipe qui est critiquée. On critique surtout Jonathan Vaughters. Mais je trouve que c'est une équipe qui a un état d'esprit offensif et moi j'aime ça. Deuxième coureur top, Oscar Onley. Parce qu'il suit les meilleurs encore aujourd'hui. Il suit les meilleurs. Pour l'instant il a perdu assez peu de temps. Hier il perd que 2 minutes sur le chrono. Donc il y en a beaucoup qui auraient aimé être à sa place. Pour l'instant, il fait un très bon Tour de France. Et puis, surtout, il n'est pas tombé. Parce qu'on parle beaucoup de Roglic. Olny, il s'en est fait aussi des cascades et des chutes. Bon, pour moi, il fait une super course pour le moment. Il est vraiment dans le bon tempo. C'est intéressant pour la pique-nique. Et puis, là, j'ai lu une interview de lui ce matin, où il parlait notamment des conseils que lui avait donné Romain Bardet. Et tu sens que c'est un mec qui est assez posé, tu vois, qui a un bon état d'esprit, mais qui a un coureur qui est calme, qui s'emballe pas des masses. Je m'en rappelle déjà parce que sur la Crores, moi j'avais été surpris. Donc c'est la Crores 2023-2022. C'est la 2022 parce que c'est celle où il y a BNB Hotel. Je me rappelle de l'avoir vu, je crois que c'est 2022-2023, il faudrait vérifier les dates. Et je me souviens que j'avais été surpris parce que on l'avait eu en interview du côté de la chaîne L'équipe où il y avait quelqu'un qui avait réussi à avoir une interview d'Oscar Onley et qui avait dit moi je veux pas aller dans l'équipe élite. Alors je m'étais dit putain le mec il a fait une race exceptionnelle, les résultats en amont étaient vraiment pas dégueux. Et non, il voulait pas monter dans l'équipe 1. Alors il y est monté quand même parce qu'à ce moment-là, du côté des DSM Picnic, on avait perdu quelques coureurs. Et j'avais été assez surpris d'un mec comme ça qui voulait rester dans la réserve parce qu'il se sentait pas encore prêt pour le monde professionnel, enfin le monde élite, qui pensait qu'il avait encore besoin de temps. Et je m'étais dit, lui, c'est un coureur dans sa manière de penser qui est intéressant. Et là encore aujourd'hui, il s'emballe pas, mais il fait encore une belle étape. Alors c'est vrai qu'on est sur des terrains qui lui conviennent. Il va falloir attendre les Pyrénées, maintenant sur des montées plus longues, pour voir s'il va être distancé. Mais là, pour le moment, c'est du très très bon boulot. Et je pense que les montées longues, c'est pas forcément un défaut pour lui, parce qu'Oscar Onley nous a déjà démontré des belles choses sur le Tour de Suisse. Mais je pense également sur l'UAE Tour, également le coureur britannique. C'est peut-être plus l'altitude, où là, on a moins de repères du côté du coureur britannique. Lipovic, ouais, je pense qu'il monte en puissance, Lipovic. Il a eu des premiers jours compliqués. Peut-être aussi que la hiérarchie dans l'équipe avec Roglic, voilà, il travaillait peut-être pour Roglic. Bon, là, Roglic, il perd encore du temps aujourd'hui. Je pense que si on est intelligent du côté de la Red Bull, Borans Grohe, on doit se dire que Roglic, c'est mort pour le général. Pour une victoire d'étape, non, mais pour le général, oui. Et dans ce cas-là, Lipovic, c'est une bonne carte de secours. J'avais un peu peur qu'il soit fatigué après le Dauphiné. Je vous en avais parlé sur une étape où j'avais dit j'ai l'impression quand même qu'il est un peu cramé après son Dauphiné. Et non, je pense il a eu plutôt du mal à remettre la machine en route. Parce que je pense qu'après le Dauphiné, ils ont peut-être fait un stage en altitude. Et peut-être que le retour
Enfin, le retour en course a peut-être été un petit peu compliqué pour lui, hein, ça reste un jeune coureur. Mais là, il s'en sort pour le moment très bien. Et puis Lipovic, c'est vrai qu'il faut se rappeler que c'est quand même un mec qui vient du biathlon. Donc c'est un mec qui se connaît bien. Parce que le biathlon, ça t'oblige à connaître tes valeurs, ton niveau. Parce que sinon, bah, tu foires complètement ton tir. Donc c'est aussi une autre manière de faire. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Remco Evenepoel et du football. Mais Lipovic, même s'il a arrêté le biathlon à 17-18 ans, enfin, où il a commencé vraiment le cyclisme de manière assez importante, bah il a des qualités qui restent. Même les jeunes en biathlon, ils se connaissent très bien. Parce que si tu ne te connais pas, tu fais 5 fautes au tir. Et tu émerges jamais en biathlon. Donc surtout en Allemagne où il y a beaucoup de densité hein, du côté de cette discipline, où ça reste une discipline majeure des sports d'hiver. Parce que je rappelle que ça a été inventé par les nazis, la patrouille militaire, faut quand même se rappeler. Et du côté de Lipovic, non, c'est vraiment un bon niveau de performance pour le moment. Et je pense que là, Roglic va maintenant être son équipier. Alors ça va peut-être faire mal à Roglic, mais au moins, c'est que lui maintenant qui joue le classement général. Je pense que Roglic a perdu trop de temps entre le chrono et surtout Lipovic a démontré qu'il a fini plusieurs fois devant Roglic, donc à un moment faut lui confier les rênes du camion du côté de Red Bull, Bora Hansgrohe. Puis je termine quand même avec Quinn Simmons. Je pense qu'il fait une erreur, c'est de ne pas suivre Benelli, parce que je pense qu'il avait les capacités de le suivre, mais il est un peu derrière à ce moment-là. Il n'est pas forcément devant dans le groupe, donc ce qui fait que bah, il s'est fait complètement enrhumer par Benelli. Je pense que c'était le deuxième plus fort aujourd'hui dans l'échappée. Je pense que c'était peut-être le plus frais dans le groupe. Je pense qu'il avait vraiment une bonne fraîcheur, Quinn Simmons. Voilà, il fait une erreur aujourd'hui, alors ça lui coûte cher, parce que quand on voit son sprint à l'arrivée, on se dit, bon, bah, s'il arrive, pourquoi pas essayer d'accrocher Benelli, ça devient plus compliqué pour l'Irlandais. Mais il fallait réussir à tenir la roue, et là, ça a été un peu le problème pour l'Américain, qui a laissé partir l'Irlandais. Et puis, c'était peut-être pas forcément à lui de faire le job. Il y avait peut-être des mecs qui ont un plus gros pédigré, qui auraient dû faire le travail. Et un coureur qui avait un réel objectif qui était le maillot jaune, sauf que Van Der Poel n'était pas forcément en pleine capacité au niveau de ses moyens, donc c'est ce qui a fait que voilà, Quinn Simmons je pense a pas eu l'idée forcément de rouler tout de suite, et après bon, ben, ça fait des écarts qui sont importants à l'arrivée du côté de Quinn Simmons. Les bonnets d'âne, alors ça va être dur, hein, mais c'est vrai que j'ai été déçu par ce coureur aujourd'hui, malgré le fait qu'il récupère le maillot jaune. Ah, c'est Van Der Poel, hein. Van Der Poel, il a souffert, alors, il l'a dit, il n'avait pas des super jambes, la chaleur n'a pas aidé, il était déshydraté sur la fin, on l'a bien vu, il est à la limite des crampes. Mais je pense qu'il a fait une erreur au niveau du maillot jaune, hein, je parle. C'est qu'il y a un moment, quand Benelli part, qui prend 20 ou 30 secondes, c'est à lui de faire le tempo. C'est lui le plus rapide du groupe hein, au sprint. C'était le plus rapide. Donc c'est lui de faire le job. Je pense que c'est vrai que quand tu sais que tu as Van Der Poel dans un groupe et que tu n'es pas sprinter, bah, tu sais que en gros si tu roules avec lui, tu cours pour faire deux. Donc je pense que certains coureurs ne se sont pas donnés à 100%. Et Van Der Poel, il aurait dû envisager tout de suite de dire je fais une croix sur la victoire d'étape et mon objectif maintenant c'est le maillot jaune. Sauf que je pense que chez Alpecin on a mis un peu de temps à rechanger de tactique, que Van Der Poel a mis un petit peu de temps aussi, qu'il est resté un peu focus dans cette idée d'aller chercher la victoire d'étape avant tout. Et ensuite, bah, quand il a commencé à repenser au maillot jaune, bah, il avait plus tant d'avance que ça, parce qu'on s'était quand même pas mal regardé. Et puis surtout, bah là, il commençait vraiment à être en difficulté physiquement, Mathieu Van Der Poel. Donc il va prendre le maillot jaune. Bon, demain, il va le reperdre. Hein. Je crois qu'on ne s'attend pas à un miracle. Alors pour Van Der Poel, c'est quand même bien d'aller choper le maillot jaune, mais c'est vrai que Pogacar, il doit faire un peu la gueule ce soir, parce qu'il doit se dire
Déjà, on a dû quand même rouler une grande partie de la journée pour essayer de contrôler le peloton et essayer que tout le monde se calme. Donc, Polit, il a une journée quand même bien animée et Solé également. Et en gros, ce que je voulais éviter, c'est-à-dire le protocole dans un premier temps, et éviter également de devoir contrôler samedi et dimanche, au final, comme je vais perdre le maillot, je vais récupérer le maillot vendredi soir, on va être de nouveau obligé de faire ça. Alors même si je pense que l'intérêt pour Pogacar, c'est quand même plutôt d'éviter le protocole, parce que en gros pour moi, samedi et dimanche, je pense que les équipes de sprinters vont contrôler et il n'y aura pas besoin de UAE à l'avant de la course. Enfin, je pense pas que tu économises de l'énergie en n'ayant pas le maillot ou en ayant le maillot sur une journée de samedi ou de dimanche en protégeant le leader. Mais je pense que c'est surtout pour l'étape déjà du Massif central, mais ouais, surtout le protocole. C'est ça, hein, parce que oui, il va se taper le protocole, les interviews, tout ça. Mais c'est quand même intéressant de... Enfin, là, je reste sur Van Der Poel, mais je parle quand même un peu de Pogacar. C'est quand même intéressant de voir que cette année, il est beaucoup plus calculateur que les années précédentes, puisque les années précédentes, ça, c'était pas un problème pour lui. Et là, cette année, il est beaucoup plus calculateur. C'est ce qui... Je pense qu'il se dit que Vingegaard doit pas être si loin. Il doit le faire un peu peur, quand même, Vingegaard, parce qu'avant, là, j'ai été surpris quand même de le voir lâcher le maillot jaune. C'est pas dans ses habitudes. Ouais. Mais Van Der Poel, oui, bon, récupère le maillot. Mur de Bretagne, je pense que vu l'énergie dépensée sur l'étape du jour, ça risque quand même d'être très compliqué pour le néerlandais. Mais ça fait combien de jours en jaune déjà pour Van Der Poel? Ça doit faire 6, 7, je sais pas. J'ai plus les comptes, mais ça commence à être pas mal quand même. Déjà là, c'est son deuxième jour en jaune sur ce Tour de France-là, et avant ça devait être 5-6, non? Moi je dirais 6 ou 7, mais j'ai pas toujours le compas dans l'œil là-dessus. Les bonnets d'âne, Ineos, c'est pas facile de prendre une échappée, hein. C'est pas simple, surtout quand on n'a pas l'habitude. Ineos, c'est complètement ça. Ils ont essayé de prendre l'échappée, hein. Jamais dans le bon timing. Alors, soit c'était des mauvais groupes, soit le bon groupe était déjà parti, soit ils étaient tout seuls. Ils ont mis beaucoup d'énergie pour au final avoir aucun Ineos dans l'échappée. Mais en même temps, c'est pas leur habitude. Et oui, la réalité elle est là, hein. Du côté d'Ineos, c'est que c'est une équipe qui est habituée à rouler en tête de peloton, qui est habituée à protéger un grand leader du classement général. C'est pas une équipe qui est habituée à prendre des échappées. Alors il y avait des coureurs chez Sky Ineos qui savaient le faire, je pense à Wout Poels. Mais la majorité des coureurs de cet effectif ne savent pas le faire. Et puis le staff n'est pas habitué à le faire non plus. Donc on se retrouve à avoir une équipe qui veut le faire à tout prix, mais qui au final est perdue, qui n'a pas forcément la bonne stratégie. Et ce qui fait qu'on a dépensé beaucoup d'énergie, je pense, dans les 2 premières heures de course pour pas grand-chose. Donc il va falloir que les managers également, que le staff se remettent en question sur la manière de faire au niveau des échappées, au niveau du briefing d'avant-course, parce que je pense que là il y avait des erreurs. Et puis du côté des coureurs, je pense qu'il faut aussi avoir l'envie, la mentalité. Et là, je pense qu'on était encore en train de digérer l'écart qu'on s'était pris la veille du côté de la formation britannique. Mais oui, c'est le gros problème d'Ineos aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas encore totalement compris que c'était désormais une petite structure. C'est plus une structure dominante. Ils ont, à une époque, ça a été la structure numéro 1. Mais il y a aussi une époque où eux, ils avaient 25 millions d'euros, quand les autres, ils en avaient 12. Ils avaient le double de budget de leurs adversaires à une époque. Aujourd'hui, ils ont un tiers de budget en moins, presque, qu'une formation comme UAE. Donc forcément, ils n'arrivent pas à rivaliser. En plus, ils ont quand même le problème du salaire de Bernal. Juste avant son accident, Bernal, il a une reconduction de contrat, il a un renouvellement de contrat. Il se tape un énorme salaire, sauf que il n'a pas le niveau aujourd'hui qui correspond à son salaire. Donc forcément, tu te retrouves à avoir une masse salariale très importante, avec aussi une équipe qui sur certains points est vieillissante, hein, parce qu'on a Geraint Thomas, Kwiatkowski notamment, et on a misé sur des jeunes, mais très jeunes, qui n'avaient pas forcément énormément d'expérience et énormément de palmarès surtout.
Dans beaucoup de cas, ça n'a pas été hyper efficace en termes de résultats, de miser sur ces jeunes-là. Donc, ouais, on est un peu dans le fond du trou et on essaye de remonter la pente, mais on sent que c'est maladroit, quoi. C'est pas leur manière de faire. On sent qu'ils sont un peu perdus. Ineos, ils sont un peu perdus quand même depuis le début de saison parce qu'ils tentent des choses, mais il y a un manque de continuité. Moi, j'avais bien aimé comment ils avaient couru sur Paris-Nice, sauf que après derrière, des fois, ils sont repartis dans l'idée de faire un énorme train pour un leader. Donc je trouve que parfois le Giro a été très compliqué pour eux quand même. Ils avaient misé sur Caleb Ewan, sauf que Caleb Ewan a pris sa retraite très vite. En plus, donc il y a des moments comme ça un peu difficiles du côté d'Ineos. Je dirais que c'est un peu compliqué en ce moment pour la formation britannique et j'espère que l'arrivée de Total Energy va leur permettre de repartir sur un nouveau cycle. On nous parle quand même d'une rumeur insistante depuis hier, hein. C'est que Bruno Armira irait chez Visma et Vauquelin irait chez Ineos. On verra quelle sera la réalité dans maintenant 3 semaines. Parce que je rappelle, c'est le 1er août où les contrats vont être officialisés. Et puis O'Connor, alors, on pensait qu'il y avait un peu du mieux pour O'Connor hier. Et non, il a reperdu du temps aujourd'hui. Voilà, et ça a été compliqué. Voilà. Pour Ben O'Connor, il se retrouve aujourd'hui. Ben O'Connor, il finit à 6,49, c'est-à-dire à 1 minute, hein, plus d'1 minute du groupe, 1 minute 30 quasiment du groupe Pogačar, Vingegaard, Lipovic. Bon, bah ça fait un peu mal. Alors il y a pas grand monde derrière lui à part Vlasov et Luc Plapp, son coéquipier, mais c'est vrai que c'est dur. Donc je pense maintenant chez Jayco, on jouera les étapes. Ben O'Connor, il va essayer de surfer la cerise. Maintenant, il n'y a plus que ça comme objectif, quitte à perdre du temps volontairement aussi. Mais c'est vrai que là, c'est un tour compliqué, voilà, pour Ben O'Connor. Et encore une fois, depuis sa 4e place sur le tour, il a quand même du mal à s'en sortir. Donc c'est vrai que c'est pas l'idéal pour le moment, mais ouais. Dommage, voilà, du côté de Ben O'Connor, parce que je pense qu'il était très motivé. Même en n'étant pas au top de sa forme, je pense que le top 10 était jouable du côté de Ben O'Connor. Mais il était dans la bonne bordure en plus. Et voilà, il tombe et puis derrière, tout ton Tour de France est chamboulé. Et ça, c'est un petit peu triste. Bon, on regarde tout de suite les différents classements. On commence avec le classement de l'étape, donc remporté par Ben Ely devant Quinn Simmons et Michael Storer. On retrouve ensuite Dunbar, Yates, Will Barta avec Terrada, Van Der Poel, Pogačar premier du peloton avec Vingegaard juste derrière. Premier français Vauquelin dans le même groupe que Félix Gall. Et puis parmi les derniers coureurs, eh bien c'est Dylan Teuns qui ferme la marche. Dylan Teuns avec Jordi Meeus, Vacherché également. Quelques coureurs voilà, qui ont souffert du côté de cette étape. Et je me dis que demain, dans mes favoris, j'ai peut-être fait une erreur. Dans mes grosses cotes. Du côté du maillot jaune, Van Der Poel donc reprend le maillot pour seulement une petite seconde parce qu'il a vraiment souffert sur la fin. Donc Pogačar 2e devant Evenepoel, Vauquelin. Vingegaard 5e devant Matteo Jorgensen. Ben Ely rentre dans le top 10 du général. Bon, normalement, il aura du mal à suivre la cadence. Roglic, Skelmose ont perdu des places du côté de ce classement général également. Alors que Jordan Gégat en gagne 2. Du côté du maillot vert, c'est Jonathan Milan qui reprend la tête du classement avec 112 points grâce au sprint intermédiaire. Mais c'est chaud avec Van Der Poel, seulement 4 points d'écart. Pogačar est 3e devant Guermeil et Merlier. Le classement de la montagne a évolué également avec un Tim Wellens qui passe en tête désormais avec 7 petits points devant Pogačar à 5. Ben Ely est à 4, qui reste dans le match également. Et puis on retrouve Dunbar et Storer. Le maillot blanc, eh bien pour l'instant c'est Evenepoel qui est toujours en tête devant Vauquelin. Mais Ben Ely s'est rapproché
à la 3e place devant Lipovic et Oscar Handley. Et puis le classement par équipe, c'est la Visma qui est en tête devant UAE, Groupama, Decathlon et Arkea. On passe désormais au Tour d'Italie féminin. Une étape qui a été animée par un coup de bordure, enfin un coup de force à une 50aine de kilomètres de l'arrivée. Parce que pour parler de coup de bordure, il aurait fallu qu'il y ait du vent. Il n'y avait pas beaucoup de vent. Et d'un coup, à une 50aine de kilomètres de l'arrivée, donc on venait de passer la moitié de l'étape, on a eu une grosse accélération de la SD Works, de la UAE. On se demande même s'ils n'étaient pas de mèche du côté de ces deux formations. Et ces deux équipes qui ont décidé d'accélérer, main dans la main, et qui sont partis à l'avant de la course. Alors, il y a eu Marlène Rosser qui a réussi à les suivre. Il y a eu également Longo Borghini, Van der Breggen, bien entendu, causé de la SD Works. Et puis, on avait des filles en échappée, Brausseux et Ragusa à ce moment-là. Elles ont été reprises, mais en gros, du côté du classement général, seul Reusser, notre ami Longo Borghini et Van der Breggen ont réussi à suivre la cadence. Et Catherine Alroun, alors dans un premier temps, elle était lâchée. Catherine Alroun, elle a réussi ensuite à remonter dans le peloton. Et ce groupe est parti à 50 bornes de l'arrivée et n'a jamais été rattrapé parce que derrière, on a eu beaucoup de mal à s'organiser entre différentes formations. Et puis surtout, elles sont parties en costaud. Il n'y avait pas vraiment de vent, c'est vraiment à la pédale que ça s'est fait. Et que devant, ça a roulé plutôt bien, surtout qu'on avait les coéquipières de la UAE, les coéquipières de la SD Works, qui faisaient un très très bon travail, ce qui fait que ça s'est fini au sprint. Et à ce petit jeu-là, dans un groupe réduit, c'est Vibus qui s'est encore imposé du côté de la SD Works, pas véritablement de surprise, devant Marianne Vos. Encore là, Marianne Vos, mais sur le plat, elle ne peut pas rivaliser avec Vibus. Aujourd'hui, en bosse, en faux plat montant, elle peut faire la différence parce qu'elle a des qualités en punch et surtout des qualités de sprint en bosse qui sont supérieures à Vibus. Par contre, sur le plat, Vibus, elle broie des vélos et aujourd'hui, on est à la 112e victoire de la carrière de Vibus. Les 255 ou je sais plus combien de Marianne Vos sont quand même vraiment menacés. Et Vibus, c'est juste exceptionnel. Là, elle a une marche sur tout le monde aujourd'hui, donc tu sens qu'elle est même pas inquiétée. Donc nouvelle victoire devant Liane Lippert qui a pris les secondes de bonification à Kopecky, à Longo Borghini surtout, à Van der Breggen. Reusser a pris un carton jaune aujourd'hui. Ça peut avoir un impact sur la suite de la course. Elle a eu tendance à tasser pas mal de filles dans ce groupe de tête, notamment dans les 20 derniers kilomètres. Plusieurs fois, elle a été au contact, ce qui n'était pas du tout nécessaire du côté de Marlène Reusser, ce qui lui vaut ce carton jaune, on va dire, pour l'ensemble de son œuvre sur la journée. Et puis Anna Van der Breggen qui fait la bonne opération du jour du côté du général, car elle peut reprendre du temps. Et ça a été une très très belle étape. C'est vrai que la journée sur le Tour de France a été intéressante, mais l'étape autour de Monzelice a été très sympa aussi, alors qu'on ne s'attendait pas à grand chose sur une étape aussi plate. Seulement 296 mètres de dénivelé positif. Mais voilà, avec je ne sais pas si c'était du vent ou ce coup de force du côté de deux formations, encore une fois la SD Works et la UAE, et bien c'est ce qui a fait la différence à ce moment-là, c'est ce qui a fait casser le peloton. Alors parmi les perdantes du jour, nous avons Trinka Colonel, mais qui avait perdu déjà un petit peu de temps. On a surtout les deux filles de la de Koninck, Phoenix de Koninck, Castelline et également Rouillekers. On a aussi Sarah Giganti qui avait été très forte hier, qui avait remporté l'étape et bien a reperdu du temps. C'est vrai qu'elle n'est vraiment pas à l'aise sur certains aspects techniques sur un vélo. Alors c'est pas Oscar Zigart, mais c'est quand même pas dingue non plus. On a eu bien entendu les deux filles de la FDJ Suez, mais bon, depuis le début de course, elles sont quand même en grande difficulté. Du côté de la Lidl Trek également, Amanda Spratt s'est fait avoir. On a eu également Anna Anderson, on a eu aussi John Skusova du côté de la B-Pink, mais qui était déjà long en général. De Schreiber qui était bien hier.
également, enfin la plupart des leaders ont perdu du temps du côté de cette étape, avec voilà ce groupe qui a réussi à se former, à s'isoler en tête de la course. Kim Kazo est toujours en course 112e de cette étape, et voilà, ça a été une journée difficile. Mauvaise journée aussi pour la Jayco, la Liv Alula Jayco, parce que on a eu pas mal de chutes du côté de cette formation aujourd'hui, donc il faudra voir s'il y aura des conséquences pour la suite de la course. Voilà, pas grand chose d'autre à dire à part que on a 3 filles qui ont fait la différence et que derrière tout le monde a perdu du temps, ce qui fait qu'au classement général, Marlène Reusser a 16 secondes d'avance sur Longo Borghini, mais on rappelle qu'il y a un carton jaune pour Reusser, Longo Borghini n'en a pas. Van der Breggen fait la bonne opération du jour en reprenant la 3e place. Catherine Alroud 4e, celle qui est pas forcément très intéressante aujourd'hui, c'est Giganti, avec Niedermayer, un peu de surprise Niedermayer, parce qu'avec ses qualités de rouleuse, je m'attendais à ce qu'elle soit mieux. Mais du côté d'Edge Insurance aussi, il faut savoir qu'on était très mal placé. Il y a eu une chute à une cinquantaine de kilomètres, enfin à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée, qui a coupé le peloton en deux, et en fait elles n'ont jamais réussi à remonter. On retrouve ensuite donc Persico qui remonte également dans le classement avec cette belle journée. Rouillekers Castelline qui était 5 ou 6 ou 5 et 8, qui perdent pas mal de place. Et puis Holmgren, De Schreiber, Zigart également, Esprat. Et nos deux Françaises, Juliette Labousse pour le moment seulement 18e. Dixline Miermont, elle est 19. C'est plutôt une belle course pour le moment de la part de Dixline. Alors attendez, parce qu'à chaque fois je prononce très mal. C'est Dixine Miermont. Voilà. J'écorche son prénom. Faut savoir que pour un dyslexique, son prénom est très compliqué à prononcer, c'est très dur. Et puis donc Evita Music 24e. Et elles sont encore 141 pour le moment. Et c'est Redeali qui est à la dernière place avec déjà 1 heure de retard. Et sur le Tour de France, j'aime bien regarder qui est lanterne rouge. Pour le moment, c'est Matteo Vercher, déjà aussi à 1 heure avec Fedorov et Sylvain Dillier. Voilà, du côté du classement par points, Vibus est largement en tête devant Longo Borghini et Anderson, le classement de la montagne. Toujours Giganti devant Ostolazza, et Vita Music. Le maillot blanc, c'est Niedermayer. Parce que là, tout simplement, du côté du maillot blanc, il n'y a pas de changement, vu qu'elles étaient toutes dans le deuxième peloton. Et puis, le maillot, le classement par équipe, il met un Edge Insurance toujours en tête devant la Lidl Trek. UAE, 3e. Et la Canyon, pas forcément très bien placée dans la file des voitures avec la 9e place. La Movistar également de Marlène Reusser, seulement 13e. Donc, au niveau de la file des voitures, c'est loin d'être l'idéal. On regarde l'étape numéro 6 demain entre Bellaria, Igea Marina et Terrero Verece. Je me dis que c'est l'étape idéale pour des baroudeuses parce que c'est vallonné légèrement, même si il y aura notamment des passages à 11% dans cette bosse-là. Mais bon, je me dis qu'il y a... je sais pas si ça va forcément intéresser la leader, en sachant qu'on aura un week-end très dur. On peut déjà faire un petit preview avec le Monte Nerone lors de l'étape 7 et l'étape d'Imola, où il y aura peut-être des choses un peu plus intéressantes à faire. Donc on va peut-être attendre tout simplement samedi et dimanche, donc peut-être permettre à une échappée, une deuxième échappée, d'aller au bout dans ce Tour d'Italie féminin. Eh bien, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!